Hello les petits amis de The Geeks, c'est The Poulpe qui est au micro, vous ne me voyez pas mais vous m'entendez. Et non, je n'ai pas repris la formule chère à Marcus, ce n'est pas vrai, Enfin, si un peu quand même. Alors, je vais vous parler un petit peu d'une série qui s'appelle Solo Leveling, la série animée qui est sortie sur Crunchyroll il y a quelques semaines, mois. À l'origine, Solo Leveling, c'est même une série de romans web écrite par Chugang sur Kakao Page, avant d'être édité par DNC Media chez Papyrus, et ensuite ils ont adapté ça en webtoon et ça a été dessiné par Dubu, alias Jang Sun Rak, le patron de Ready Studio. En France, les amateurs de cette nouveauté l'auront déjà probablement repéré chez le Delcourt, en ligne d'abord sur leur plateforme Veritourne et sur l'application Picoma, mais surtout elle a été éditée en format physique par le label K-Books, donc le spécialiste de la bande dessinée coréenne, aux éditions Delcourt, donc cela depuis 2021. L'anime est adapté par le studio japonais A1 Pictures, connu pour ses nombreuses adaptations comme celle de Fairy Tail ou de Sword Art Online, ou même encore Seven Deadly Sins, ainsi que des adaptations de jeux vidéo comme la série des Persona ou plus récemment de Nier Automata. Série d'ailleurs que je peux peut-être vous parler prochainement. L'anime est sorti donc ce mois de janvier, est disponible depuis quelques mois en France, et même un jeu vidéo appelé Solo Leveling Rise est aussi sorti au mois de mai sur PC et mobile. Solo Leveling, c'est vraiment un univers à plusieurs entrées, j'ai envie de dire, un manga qui commence dans un monde moderne, qu'on pourrait qualifier un peu d'un futur proche, qui a basculé donc ce monde moderne un peu SF 10 ans avant le début de l'histoire, par l'apparition de portails apparaissant partout dans le monde et ouvrant des passages vers des donjons, des univers parallèles, peuplés de monstres en tout genre, dont la plupart semblent vraiment issus du bestiaire de l'heroic fantasy et du fantastique, avec par exemple des gobelins, des loups, des chevaliers. Parallèlement à cette invasion, par un effet de balancier pour contrer la menace, des humains acquièrent des pouvoirs, des capacités surnaturelles à travers ce qu'on a appelé l'éveil, afin de lutter cette menace existentielle pour l'humanité. Le principe, c'est que si un portail n'est pas refermé par la complète destruction des monstres au sein d'un donjon, ces dernières émergent du portail pour tout dévaster. En 10 ans, le monde s'est donc adapté à la possible extinction de l'humanité et a complètement organisé et intégré l'émergence de ces portails à la vie quotidienne. C'est un monde, faut le savoir, de Solo Leveling où tout le monde est limité par son rang de départ et son potentiel. D'ailleurs, on ne peut pas évoluer autrement que par un entraînement éventuel, mais qui ne change rien de l'humain quotidien, ou par l'acquisition d'armes et d'armures d'une meilleure qualité, d'un meilleur niveau. Solo Leveling, c'est aussi prend pour modèle le MMORPG avec le principe des guildes, des donjons, des rangs, des classes, et invoque tout de suite cet univers qui fait un petit peu le genre de jeu de rôle qui associe le jeu en ligne massivement multijoueur, et qui permet donc à un grand nombre de personnes d'interagir dans un monde virtuel. Sauf que dans Solo Leveling, c'est pas un avatar créé de toutes pièces qui prend les coups, mais son propre corps, les chasseurs mettant directement leur vie en jeu. Ainsi, une grande partie des mécanismes de MMO sont convoqués, comme les boss, les loots, les mobs, les classes, etc. Très souvent dans le jeu de rôle, Solo Leveling n'y échappe pas, il y a un système de classification via des lettres qui est mis en place, des fois c'est des couleurs, selon une logique décroissante, E, D, C, B, A et S pour le rang ultime. Ces lettres caractérisent tous les éléments pouvant influer sur ce type de jeu, donc dans cet univers aussi, à commencer par les personnages eux-mêmes, les personnes qui sont triées par un test de puissance préalable réalisé par les guides, et qui permet d'affecter les chasseurs dans les différents rangs. Ces derniers ont donc accès aux donjons équivalents, donc qui sont classés à peu près proches. Au début de l'histoire, donc le donjon dont j'ai parlé un peu plus tôt, c'est un donjon de rang D, et le groupe était composé de personnes allant du rang B à E. Bref, le rang détermine à peu près tout. Aussi les ressources trouvées dans les donjons, les armes, les armures, tout est classé selon ce système de rang. De la même manière, les groupes qui affrontent les monstres sont construits sur le même modèle, avec le tank qui encaisse les dégâts, le guérisseur, le mage, le DPS qui inflige des dégâts, le voleur, l'assassin, etc. On peut voir aussi un petit peu des croisements, mais dans Solo Leveling, c'est surtout des monoclassés, pas vraiment multiclassés. Cette classe est effectivement elle aussi déterminée par le test d'origine dont je parlais plus tôt. Sauf en cas du double éveil donc, et du cas particulier un peu de Sanjimo. Cette série m'a fait penser un petit peu par sa thématique et sa particularité et qui transparaît dans le nom lui-même, Solo Leveling,
par un « et si » quelque part, et si un personnage était capable d'augmenter ses capacités dans un monde où il est impossible d'évoluer. Pour que ce soit plus clair, pour un non-adepte des jeux de rôle, imaginons une personne qui se lève de la fente tous les jours pendant un an, elle gagnera en force, en endurance, et ensuite pendant un an elle stoppe tout. Elle aura perdu une grande partie du bénéfice de l'année précédente. Dans un jeu de rôle, toute acquisition est définitive. Ce principe est d'ailleurs impossible à retranscrire dans notre monde réel, le level, ou le niveau. Jinwo donc peut quant à lui évoluer via le système avec un grand S, les caractéristiques classiques, force, endurance, intelligence, vitesse. C'est le seul. Mais pour cela, il lui impose un système de quête quotidienne, comme dans un MMO encore une fois, qui favorise son évolution à travers des donjons obligatoires, des quêtes spéciales, et qui en cas de non-respect auront des lourdes conséquences. Et ça m'a fait un petit peu penser aussi dans la vibe un petit peu à Dark Souls par rapport à son ambiance Dark Fantasy qui imprègne surtout les 2 premiers épisodes, mais aussi avec des présences du Chevalier Rouge par exemple que vous découvrirez, et un petit peu la narration environnementale qui donne à dans cette première saison peu d'éléments sur les portails, pourquoi ils sont là, pourquoi il y a des donjons, il y a aussi quelques aspects mythologiques qui émergent avec les créatures que les chasseurs affrontent, on ne sait pas trop d'où elles viennent. Le fait aussi que Jinwo se retrouve un peu seul face à un monde d'adversité, qu'elle provienne des monstres eux-mêmes, mais aussi par le fait qu'il se confronte souvent à des humains qui ont des intentions moins louables que de sauver l'humanité. Et voilà, à l'image de ce que peuvent être les personnages que l'on rencontre dans Dark Souls. Ce qui m'a plu aussi dans Solo Leveling, c'est qu'il détourne un peu à sa manière les codes du genre bien connu des amateurs de manga et d'anime, qui est très populaire depuis la fin des années 2000, le genre isekai, qui est un sous-genre de la fantasy japonaise où l'intrigue tourne autour d'un personnage transporté, télétransporté, piégé, réincarné, ressuscité dans un univers parallèle avec de grands pouvoirs, parfois en bas de l'échelle. Ici, c'est carrément les dimensions parallèles qui ont envahi le monde, entraînant une sorte de conjonction des sphères façon The Witcher, qui en plus se double d'une réforme de résurrection du personnage à l'issue de ce fameux double donjon, avec les pouvoirs qu'on vient de parler. Petite parenthèse, c'est un peu une petite Madeleine de Proust pour moi, avec des références comme Alice au Pays des Merveilles, ou Magicien d'Oz, ou encore Evil Dead 3 de Sam Raimi, dans lequel le personnage Ash, issu de notre monde, est transporté dans le monde arthurien et devant affronter une horde de morts-vivants. C'est un sujet en soi, l'isekai. D'autres aspects amorcés dans la série m'ont bien intéressé, comme l'aspect politique et économique qui transparaît dans la série, avec par exemple le fonctionnement des guildes, le fait qu'elles ont à leur sein des chasseurs de rang S qui sont une sorte de super-héros, le fait qu'elles disposent d'un énorme pouvoir politique et agissent un peu comme des multinationales qui chassent les futurs talents via un système de recrutement proposant de multiples avantages, le fait qu'elles soient surtout les seules à pouvoir intervenir dans les donjons. Et tout ça, ça crée des conflits avec les États, les autres sources de pouvoir. D'autres enjeux narratifs qu'explore la série m'ont aussi pas mal intrigué, comme la dimension éthique, avec tout ce qui concerne les donjons. C'est extrêmement réglementé et surveillé de près, mais ça n'empêche pas les morts, les disparitions, pour des causes autres que les monstres. Et ça reflète pour moi un peu les horreurs qu'on peut trouver dans le monde réel. Il y a aussi cette première saison une vraie dimension épique avec le parcours de quelques chasseurs de rang S en parallèle du non moins extraordinaire parcours de Sanjiro avec la mystérieuse et terrifiante île de Jeju. Et enfin, je terminerai peut-être par une petite question philosophique qui m'était un petit peu claire sur le moment où j'ai regardé la série, mais qui l'est un peu moins maintenant en vous disant un petit peu ça. Ça concerne l'interdépendance entre l'évolution statistique du personnage et celle de sa psyché, qui change complètement radicalement. Il y a d'ailleurs son aspect physique aussi qui change. Est-ce que c'est l'influence des caractéristiques qui l'ont fait changer, ou sa volonté de changer et ses actes qui lui permettent de faire ces changements? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces transformations? Je laisse la question assez ouverte, même si je trouvais que c'était un peu brutal et radical dans la transformation du personnage. Et enfin, pour conclure cette petite vidéo, mais qui n'en est pas moins longue, j'aimerais bien vous parler un petit peu de l'animation, du chara-design, qui est réussi dans l'ensemble, sans vraiment être extraordinaire. Voilà, il y a un accent qui est mis sur la violence et le sang, et c'est ça qui fait aussi pencher vers le genre horreur, plus que fantasy peut-être. Et peut-être plus que des qualités narratives étonnantes, la première saison de Solo Leveling, elle construit surtout son personnage principal et son univers, en mettant en avant son ambiance sombre et les mauvais côtés de l'humanité. L'œuvre, déjà par ses enjeux définis lors de ses premières saisons, est déjà vraiment potentiellement culte, même si je trouve qu'il ne manque pas de défauts. Ces défauts sont en partie liés au code et aux limites du genre isekai, mais certaines problématiques sont abordées de manière assez originale.
Pour moi, ça constitue une bonne réalisation d'un SI qui est le moteur de la création, comme le dirait Bernard Werber. Celui que propose la série est déjà en soi hyper intéressant, et si un personnage est capable d'évoluer façon RPG dans un monde où les autres ne le peuvent pas, moi je préférais celui-ci, en tout cas dans ce que peut amener l'avenir de la série, et si le personnage, pour dépasser sa condition et l'injustice qu'il vit au quotidien, grâce à un pouvoir qu'on lui donne, ne deviendrait-il pas tout ce qu'il déteste? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il ne serait pas en train de se renier? Ça interroge, pour moi, à sa manière, surtout quand il est question d'horreur, de qui, de l'homme ou de la créature, est le véritable monstre. Si ce contenu vous a plu, vous avez un moyen simple et gratuit de nous soutenir et de nous encourager. Vous pouvez liker, vous abonner et surtout commenter. Vos retours sont importants et c'est bon pour le référencement. The Geeks est un petit média indépendant et pour vous proposer plus de contenu et plus qualitatif, nous avons besoin de votre soutien. Et pour celles et ceux qui le peuvent, vous pouvez également nous faire des dons sur Patreon. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.